Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, programme FECODE, Réunifed. Dans cette vidéo, Éduquer en Anthropocène, nous allons faire une introduction sur les enjeux éducatifs liés à l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est le temps où l'homme devient un facteur prépondérant de l'évolution de la Terre, ou du moins depuis le temps où son action est visible. Visible sur les paysages, mais aussi visible dans l'atmosphère. À savoir que il y a 10 000 ans, la teneur en CO2 était aux alentours de 265 et elle aurait dû graduellement descendre. Vous allez comprendre pourquoi, puisque nous sortons de l'interglaciaire. Si on regarde l'évolution du CO2, on s'aperçoit que effectivement le taux de CO2 augmente dans l'atmosphère, alors que ce n'était pas quelque chose qui était totalement prévisible. Si l'on prend ceci, on va bien sûr se poser la question de savoir à quoi c'est dû. On peut le mettre en corrélation avec l'agriculture qui apparaît en Mésopotamie comme en Chine. Aux alentours de 8000 ans, les Européens de l'âge de la pierre commencent à défricher des forêts pour faire pousser du blé, de l'orge, d'autres plantes non indigènes. On a donc une généralisation, une extension plus importante des différentes formes d'agriculture. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un décrochement sur la courbe du dioxyde de carbone. Ces documents sont issus de la revue La Recherche. Un peu plus tard, 6000 ans, nous voyons l'apparition par les traces archéologiques, nous voyons les traces des premières rizières au sud de la Chine ou plus largement en Asie. Que voyons-nous sur les courbes atmosphériques? Il y a 10 000 ans, nous étions en 700 parties pour milliard, pas ppm, parties pour million comme tout à l'heure, mais 700 parties pour milliard, et la teneur en méthane diminuait. Et on voit qu'à 5000 ans, nous avons un décrochement et nous avons une augmentation du méthane dans l'atmosphère. Les connaissances que l'on a aujourd'hui, avec le recul que l'on a aujourd'hui, nous permettent de faire une relation entre les marais, les rizières et cette augmentation du méthane dans l'atmosphère. Aux alentours de 2000 ans, nous avons une généralisation des rizières, plus uniquement en plaine, en inondant les plaines, mais en faisant ces rizières en terrasse sur toute l'Asie. Si maintenant nous faisons une synthèse de cet ensemble, en toute logique, nous étions arrivés, on va dire, à l'optimum d'un interglaciaire. Et comme les interglaciaires durent sensiblement 20 000 ans pour simplifier, même si c'est très approximatif, nous aurions dû, à partir de 9 000 ans environ, nous aurions dû avoir une courbe des températures qui aurait dû baisser progressivement. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, nous avons l'évolution réelle. C'est que cette température est restée plus élevée que ce qu'elle aurait pu ou dû être. Ceci est dû, dans un premier temps, à l'agriculture ancienne dont nous avons parlé ici. La partie orange est, elle, liée à l'industrialisation rapide que nombre d'entre nous connaissons très bien, que je ne vais pas détailler ici. Et la partie rouge est une partie purement prospective, puisque c'est ce que l'on pense que risque de devenir la teneur, la température de l'atmosphère. Il faut donc bien distinguer dans ce type de graphique ce qui est de l'ordre du passé, ce qui est de l'ordre de la perturbation du futur proche et ce qui est de l'ordre véritablement de la prospective. Quel changement dans l'Anthropocène récent? Nous venons de dépasser les 8 milliards d'individus sur Terre. Un phénomène d'ailleurs tout aussi important est le vieillissement de la population. Je ne reviens pas sur les phénomènes énergétiques que tout le monde connaît, je pense.
Sur les problèmes climatiques, c'est une évidence aussi. Je vous fais le lien avec le donuts à côté, à savoir quels sont les grands problèmes qui se posent. Dans la zone verte, ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème, mais on estime que nous avons encore la capacité à gérer les problèmes. Quand on entre dans la zone orange, les problèmes s'intensifient, on a du mal à les régler et réguler. Et quand on est dans le rouge, ça veut dire qu'on a franchi un certain nombre de barrières qu'il nous sera difficile de gérer. Regardons ce graphique. Effectivement, les problèmes climatiques se posent, mais ce ne sont pas d'ailleurs forcément ceux qui apparaissent comme étant les plus dangereux. Les flux biogéochimiques, c'est-à-dire le phosphore et l'azote, semblent être poser des problèmes beaucoup plus nets. La pollution par des substances nouvelles semble être plus problématique. L'intégrité de la biosphère est un véritable problème qui, dans ce donuts, est mis en avant. L'intégrité de la biosphère, la modification des écosystèmes terrestres, c'est-à-dire ce que je vous nomme sur l'érosion de la biodiversité. L'érosion de la biodiversité, c'est le fait que le nombre d'espèces animales, végétales, microbiennes chute, le fait que le nombre d'écosystèmes, les différents types d'écosystèmes sont aussi en réduction. Et idem, la biodiversité se décomposant aussi à l'échelle des populations et génétiques. C'est donc une chute de la biodiversité aux échelles génétiques, aux échelles des espèces et aux échelles des écosystèmes. À distinguer de l'anthropisation des flores et des faunes, c'est pas du tout la même chose. C'est le fait que quand on est dans un milieu, nous voyons de plus en plus des animaux et des végétaux qui sont totalement liés à l'homme. Si on se promène dans une forêt, même tropicale, on a 3 fois plus de chances de voir une chèvre ou une vache domestique que de voir un éléphant ou un zèbre. La chute de la biomasse, c'est encore autre chose. La chute de la biomasse, c'est qu'à l'échelle de la Terre, la biomasse n'a cessé de diminuer. Nous avons d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, une masse produite par l'homme qui est supérieure à la biomasse terrestre. Voilà donc quelques changements qui marquent l'arrivée dans l'Anthropocène. Quelques concepts pour mieux comprendre l'Anthropocène. Première chose, c'est la notion d'énergie grise. L'énergie grise, c'est assez simple à comprendre. C'est l'énergie qui est nécessaire pour produire n'importe lequel de nos biens de consommation. Il faut combien de litres pour produire une voiture? Il faut combien de litres pour produire 2 litres en équivalent carbone, c'est-à-dire 2 litres de fuel, c'est souvent ce que l'on met comme équivalent. Donc, quelle quantité d'énergie est nécessaire pour produire une voiture, pour produire un steak, pour produire 1 kilo de blé, etc. Vous trouverez assez souvent des chiffres différents qui sont de l'ordre de 6-7 tonnes de CO2 par an émis par un Français. En fait, c'est normal. C'est que bien souvent, dans les chiffres présentés, on ne met que les chiffres qui correspondent à ce que nous consommons. Prenons l'exemple de la voiture. Si on ne met que l'essence que l'on met dans le réservoir de la voiture, on n'est pas à 1,9 tonnes d'équivalent carbone. On est à 2 fois moins. En fait, il faut bien intégrer l'énergie pour produire la voiture, la réparer, l'entretenir, voire gérer les déchets issus de la voiture. Et il en va de même pour tous ces différents transports, logements, consommation, alimentation, services. De ce fait, l'impact d'un Français est de l'ordre de 11 à 12 tonnes et vous allez voir que c'est même sous-évalué. Il faut noter l'irréversibilité de certains phénomènes, les incertitudes sur le futur. Une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, il y est. Les incertitudes sur le futur, on ne sait pas si ça va augmenter. L'imprévisibilité, il y a des tas de choses que nous n'avions pas prévues, y compris sur le climat. Et le fait que cela va toujours de plus en plus vite. Si je m'intéresse maintenant à ce que
dépense un couple de Français, une famille, à 4 personnes. C'est du 84 tonnes. Si je fais un calcul approximatif, ça fait 20 tonnes. Vous allez me dire, mais vous êtes un menteur, puisque tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était 12 tonnes. Alors, c'est effectivement plus près de 20 tonnes par personne et par an, 84 divisé par 4, une vingtaine de tonnes en moyenne par an et par personne. Alors, à quoi c'est dû? Si on regarde ces chiffres, on s'aperçoit qu'on est bien à peu près sur les chiffres que l'on annonçait tout à l'heure, transport, logement, alimentation, consommation, services publics. Mais on avait oublié un petit détail. Le petit détail, c'est l'argent. L'argent. L'argent qui est au hit parade de la consommation du carbone. Alors on va regarder d'un peu plus près ces chiffres, en quoi les services financiers peuvent-ils être responsables de l'émission de 35 tonnes dans une famille française moyenne. Alors bien sûr, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais une famille moyenne française a environ 25 000 euros sur son compte courant et 25 000 euros sur son compte épargne. Je doute que ces chiffres soient encore d'actualité dans le contexte actuel. 50 000 euros, c'est ce qui est sur les comptes. Cela génère 35 tonnes, c'est ce qui étaient les chiffres énoncés ici, 35 tonnes de carbone. En fait, il faut qu'on comprenne qu'en moyenne, 1 euro placé à la banque va, sur une année, générer 700 grammes de CO2 émis. Alors vous allez me dire, à quoi c'est dû ça? Eh bien, c'est simplement que, tout d'abord, il faut savoir qu'en termes d'économie, 3% des flux financiers, ça correspond à l'économie réelle, et 97%, c'est de la spéculation. Donc, tout cet argent est bien loin de bénéficier réellement à l'économie, mais bénéficie plutôt à tous les fonds et mécanismes de spéculation. Comment se fait-il que de l'argent placé sur ces banques que je présente globalement en jaune, qui pèse entre 400 et 600 grammes par euro et par an, soit inférieur, tant pis, je suis obligé de le nommer, le Crédit Agricole, qui est à 1 kg. En fait, c'est une question de placement de cet argent sur un certain nombre de valeurs boursières, de valeurs financières. Lorsque j'investis massivement sur les énergies renouvelables, effectivement, j'ai peut-être plus de risques, j'ai peut-être moins de rapports, mais effectivement, cet argent va bien sur les fonds qui permettent d'innover sur le plan énergétique. A l'inverse, quand on place son argent sur des fonds qui fonctionnent sur le carbone fossile, oui, ça rapporte plus, oui, c'est plus sûr jusqu'à ce que, mais globalement, effectivement, 1 euro contribue pratiquement à 1 kg de carbone par an. Changeons maintenant, laissons tomber l'énergie pour quelques instants et allons à l'eau virtuelle. C'est beaucoup plus simple, l'eau virtuelle, en fait. L'eau virtuelle, c'est si j'ai un œuf, pour produire un œuf, il me faudra 135 litres d'eau. Alors, cette eau, elle sert à quoi? Cette eau, elle sert à la fois à produire la nourriture des poules, à nettoyer les locaux, à nettoyer les œufs. Et en fait, c'est 135 litres d'eau, c'est tout ce qu'il faut en alimentation, nettoyage, gestion des locaux pour produire un œuf. Pensez-y lorsque vous cassez un œuf. 1 kg de blé, c'est 600 litres, enfin 590 litres. Si maintenant je vais à 1 kg de viande, c'est en moyenne 15 000 litres. 15 000 litres, mais c'est très variable. Parce qu'effectivement, ce sont des moyennes. Si vous êtes sur 1 kilo de viande d'un animal qui est sur une ferme industrielle, ça n'a rien à voir avec la consommation d'eau dans une ferme, on va dire, plus traditionnelle, artisanale, dans un contexte où la quantité d'eau consommée est beaucoup plus faible. Faisons l'eau virtuelle, c'est la quantité d'eau qui est consommée
véritablement. Effectivement, nous ne consommons pas 150 litres d'eau par personne. Les 150 litres d'eau que nous consommons pour nous laver, boire, etc., l'eau que l'on consomme directement, ce n'est qu'une toute petite partie de l'eau globale. Si nous prenons le premier facteur d'utilisation de l'eau, c'est nos logements, y compris la construction des murs en parpaing, en briques, en ce que vous voulez, et l'eau liée à la consommation d'énergie. L'alimentation, à 21%, n'est que le deuxième facteur. Le transport, le loisir, c'est de l'ordre de 6%. Alors bien sûr, ce ne sont pas les chiffres que nous avions tout à l'heure sur la question de l'énergie grise, mais effectivement, une maison, ça consomme de l'eau. Les transports consomment de l'eau. L'habillement consomme de l'eau. La santé consomme de l'eau. En fait, nous consommons de l'eau dans tous les domaines. C'est à la fois de l'eau virtuelle pour produire tel ou tel composé, de la brique à la baignoire, ce que vous voulez, mais c'est aussi autre chose. C'est ce qu'on appelle l'empreinte en eau, à savoir qu'il y a l'eau prélevée, irrigation, refroidissement, etc. Mais il y a aussi l'eau qui est rendue toxique par des produits chimiques qui sont rejetés dedans. C'est-à-dire qu'il faut rajouter dans notre empreinte eau, pas uniquement l'eau que l'on a utilisée, consommée, mais l'eau que l'on a, on va dire, rendue toxique, eutrophisée, c'est-à-dire rendue verte par les rejets de tout un tas d'éléments de nature engrais ou autres. Si je m'intéresse maintenant, je reviens sur la question de l'énergie, de la matière, la notion d'empreinte écologique. Un Français a besoin d'une surface au sol qui lui permette de manger aussi bien des végétaux que des animaux, de se vêtir, de produire des maisons, de pêcher, de produire de l'énergie. Si on regarde l'empreinte des Européens, l'empreinte des Européens se situe, allez, pour faire simple, entre 2 et 6 hectares par personne. A l'inverse, on a certains pays qui ont une empreinte écologique beaucoup plus faible, vu que ça peut être même beaucoup moins d'1 hectare dans un certain nombre de pays. Une empreinte écologique qui varie pratiquement dans un facteur 10 à l'échelle de la Terre. Comment se répartissent la consommation de ces surfaces au sol? Par rapport, mettons pour un Français, par rapport aux 2 à 4 hectares d'un Français, on a sensiblement 20% de cette surface, c'est les zones de culture agroalimentaire. Les zones de pâturage, c'est 5%. Les zones de production forestière, c'est aux alentours de 11%. 11%, ce n'est pas la production de bois pour l'énergie, c'est la production de bois pour la consommation, de bois hors énergie, construction ou autre, pâte à papier et j'en passe. 4% de la surface, c'est les zones de pêche. Les habitats bâtis, c'est aussi 4%. Et vous voyez que par rapport à ça, vous avez 56%, c'est la moitié de notre empreinte écologique, c'est les zones de production forestière pour faire de l'énergie bois, les zones de production d'oléagineux pour faire des biocarburants, les zones d'exploitation de champs pétroliers pour notre alimentation en énergie. La notion d'empreinte écologique croise donc l'ensemble des besoins qui sont les nôtres. Le jour de dépassement, c'est quelque chose qui est assez connu. Le 28 juillet 2022, cette année, c'est le moment où l'humanité, dans sa globalité, a consommé l'ensemble des ressources que la plante peut produire en une année, ce qu'on appelle la biocapacité terrestre. Autrement dit, pour régénérer ce que l'on consomme, il nous faudrait 1,75 terres en termes de surface. Ou, plus simple, à partir du 28 juillet,
nous basculons en rouge, c'est-à-dire que nous vivons à crédit, nous entamons le capital naturel qui est nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Vous voyez que ce jour de dépassement ne cesse de venir le plus près de l'été possible. Nous vivons donc dans une forme de crédit. La notion d'esclave énergétique est aussi une notion tout à fait pertinente sur ces questions d'anthropocène. À une époque, même si je ne vais pas porter de jugement moral là-dessus, l'homme exploitait la force physique d'un certain nombre de personnes, ça s'appelait l'esclavage. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le sucre produit avec les cannes à sucre à l'époque n'était pas très cher. Si on s'amuse à comparer l'utilisation d'un cheval ou de sirop bimal, comme vous voulez, j'ai pris cette image à Jancovici, de la même façon que les images ici sont extraites de l'ouvrage de Jancovici. Si je veux savoir la quantité d'énergie que je dépense simplement derrière une charrue, c'est l'équivalent de sirop bimal. Si je prends un cycliste qui est en train de grimper une côte, dans ses jambes, il va dépenser à peu près 100 watts. Si je prends un mixeur, bzoum, pendant tout le temps que je fais le mixeur, ça va être l'équivalent d'une dizaine de cyclistes, de 4 cyclistes qui montent le col. Si maintenant je passe l'aspirateur, c'est l'équivalent d'une dizaine de cyclistes. Si maintenant je prends l'ascenseur, c'est l'équivalent d'une cinquantaine de cyclistes. En fait, ce qui nous pose problème, c'est qu'on a complètement perdu la relation entre les outils que nous utilisons. Quand c'était la charrue, c'était facile de faire une équivalence, 8 personnes qui tirent. Maintenant, nous avons totalement perdu la relation. Et que dire lorsqu'on passe à un tracteur ou à une pelleteuse, où là, effectivement, ça ne se compte plus en quelques dizaines, mais ça se compte en quelques milliers d'équivalents travail. Alors évidemment, on produit 1000 fois plus vite qu'avant, mais on dépense des quantités d'énergie qui sont sans commune mesure avec ce qui se faisait par le passé. Pour faire la relation entre l'anthropocène et les métacompétences, 2 métacompétences ont un poids fondamental. Tout d'abord, la vision prospective. Pourquoi la vision prospective? Parce que l'anthropocène pose la question de l'avenir et des incertitudes de l'avenir. Dès l'instant où on accepte l'anthropocène, c'est-à-dire l'idée que l'homme est pour partie responsable de l'évolution de l'ensemble de la Terre, cela pose la question de sa responsabilité vis-à-vis de l'évolution de la Terre pour lui-même, mais pour l'ensemble des autres êtres vivants. Si je me réfère aux 33 compétences développement durable, celles qui sont plus particulièrement liées à l'éducation en anthropocène, même si toutes sont nécessaires pour y arriver, c'est effectivement l'articulation des cultures scientifiques et humanistes pour contribuer au bien commun. De même, la production d'une vision véritablement prospective pour contribuer à des futurs meilleurs. Faire des choix éthiques et éclairés sur les changements. Éduquer à la responsabilité, puisque c'est notre responsabilité que l'anthropocène. Prendre en compte les biais cognitifs et lutter contre la désinformation, car vous allez le voir dans un instant, l'anthropocène change aussi notre relation au savoir. Pour résumer, les compétences ciblées plus particulièrement quand on éduque en anthropocène sont ces compétences qui sont des compétences réflectives en lien avec des éducations A fortes. Résumons rapidement la différence entre éducation A faible et forte. Lorsque je suis dans le cadre d'une atténuation de phénomènes, je suis en soutenabilité faible et je suis en éducation faible. Lorsque je suis en amélioration de phénomènes observés, je suis toujours en soutenabilité faible, mais je suis toujours sur une éducation au développement durable faible, mais même si ça ne se traduit pas dans les actes, j'ai quand même la volonté de faire mieux. Les objectifs proposés relèvent de l'adaptation. Je suis encore en soutenabilité faible, mais selon ce que je fais, je peux être en train de proposer des solutions, si ce n'est de rupture, du moins engagées, qui peuvent m'amener à une éducation au développement durable plus forte.
si l'on considère qu'on est dans un processus de transition. Mais pour être véritablement en éducation forte, il faut qu'on ait engagé de véritables transformations sociétales. Là seulement, je suis en éducation au développement durable versus forte, mais ça nécessite des outils, des stratégies de formation qui sont complètement différentes. Si je reprends 4 niveaux de l'éducation en anthropocène. À niveau 1, je vais identifier si je suis en atténuation, amélioration, adaptation, transformation. Je vais simplement identifier. Dans un niveau 2, je vais me poser la question de savoir si les objectifs proposés intègrent véritablement les vraies ruptures de l'anthropocène sur lesquelles je détaille maintenant. Première rupture de l'anthropocène, c'est l'explosion de la complexité, l'explosion des incertitudes. Deuxième, c'est la rupture avec les savoirs académiques. Si nous voulons éduquer en anthropocène, il faudra qu'on accepte non pas uniquement d'enseigner et d'éduquer des choses incertaines, mais de comprendre que nous n'avons pas que des savoirs académiques. Nous avons aussi des savoirs d'action, nous avons aussi des savoirs d'expérience, nous avons aussi des savoirs qui sont liés à d'autres modes d'apprentissage. Troisième rupture, la lutte contre la production du doute et de l'ignorance. En anthropocène, les questions socialement vives débattent très souvent de choses qui sont pourtant tranchées par la science, mais pas encore tranchées dans la société. C'est la raison pour laquelle le mettre en œuvre des compétences pédagogiques adaptées au changement, nous allons devoir lutter contre les fake news, nous allons devoir lutter contre toute la désinformation qui peut exister. Ça ne veut pas dire prendre n'importe quel engagement, mais lutter contre la désinformation. Donc revenir à une forme scientifique de savoir, mais pas n'importe quel savoir. Renouveler les modes d'organisation de la formation. Effectivement, on ne pourra pas éduquer en anthropocène si on reste sur des pédagogies de programme. Il faudra articuler des pédagogies de programme ambitieux avec des pédagogies de projet. Il faudra introduire des pédagogies actives, avec des méthodes actives, mais réellement. Pas dire qu'on le fait, mais le faire. Ça veut dire qu'on va aussi travailler en communauté d'apprentissage, en organisation apprenante. Si maintenant, je bascule sur le degré le plus élevé d'éducation en anthropocène, je vais être amené à renouveler les démarches de recherche, les démarches pédagogiques sur lesquelles j'ai déjà dit quelques mots, et les démarches didactiques. En termes de recherche, nous allons intégrer de nouvelles formes de savoir. Ça veut dire qu'on ne produira pas la recherche de la même façon, avec de nouvelles formes renouvelées d'acquisition de savoir. Pédagogique. Nous allons nous centrer tout autant sur les actions, nous allons accepter qu'il y a des rationalités complètement différentes, nord-sud, ville-campagne, etc. Nous allons accepter qu'il y a un grand flou, car nous avons beaucoup d'ignorance, beaucoup d'incertitudes sur une très grande quantité de sujets. Nous allons travailler tout autant en représentation, notamment sociale, tout autant qu'en savoir traditionnel. Sur le plan didactique, le formateur va devoir, lui, accepter de devenir un accompagnateur et non plus un expert. Il va devoir renoncer à l'évaluation experte au profit de l'auto-évaluation ou de l'évaluation par les pairs. Et donc, pour résumer cela, notre rapport à la recherche, notre rapport pédagogique, notre rapport didactique va totalement changer. Cette vidéo s'inclut dans un ensemble de vidéos sur l'anthropocène. L'une des vidéos consultables est celle sur l'anthropocène, durée 1h40, donc un petit peu long, avec beaucoup de détails, beaucoup d'exemples. Mais effectivement, 1h40, c'est un peu long. Certaines explications sur les changements et les relations au temps en anthropocène. Vous verrez d'autres vidéos sur l'anthropocène qui sont en cours de conception sur un grand nombre de sujets que je ne vous développe pas ici.
La présentation des liens entre Anthropocène et enjeux en termes d'éducation dans cette vidéo ne correspond qu'à une introduction et ce qui vous a été détaillé là fera l'objet d'une nouvelle capsule vidéo. Je vous remercie de votre attention, à la prochaine fois.